Lorsque Marie Wallace se rend au travail à Détroit, c'est toujours avec le sourire et en chanson. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle. Pourtant, sur sa route, ce n'est pas vraiment un paysage de rêve. Yeah, ça c'est l'usine. Chrysler GM. Contrairement à bien des Français qui vivent ici, Marie ne travaille pas dans l'industrie automobile, mais dans ce quartier à 10 minutes du centre-ville. Longtemps abandonné, il est depuis peu fréquenté par des jeunes hipsters qui travaillent dans les toutes nouvelles entreprises du coin. He already knows what's good. He's got that coffee. Tous les mardis, la Française a rendez-vous dans ce café branché pour y vendre des sandwichs bien de chez nous. Il y a jambon fromage, beurre avec des cornichons. Ils sont tous à 9 $. J'ai fait facile, c'est 9 $ pour tous. Le patron lui prête sa cuisine et à chaque fois, Marie est attendue comme le messie par les clients. That's 1, 2 et 3. En fait, il y a 10 sandwichs. 4, 2 et 4. Holy shit! Ok. Ok, j'ai la pression là. My God, j'avais pas compris. Oh my God, she took 10, so that's $70 right there. Ouh. Cela fait 18 ans que cette Bordelaise vit à Détroit. Elle a travaillé comme institutrice, serveuse dans des bars, mais depuis 4 ans, grâce à la seule vente de sandwichs, mais aussi de crêpes, 3 jours par semaine, elle parvient à gagner jusqu'à 5 500 € par mois. Tout est possible ici. Il y a vraiment une entraide, les gens sont sympas. C'est pour ça que j'aime la ville. Tu peux partir de rien et vraiment devenir super successful, quoi. Et bien gagner sa vie. Je gagnerais pas ma vie autant si j'étais en France. Comme elle, nous avons tous un peu Détroit dans la peau, car l'histoire de cette ville est ancrée à jamais dans nos mémoires. À 8 heures de la France, cette métropole du Michigan, nichée au cœur de la région des Grands Lacs, doit d'abord son nom français à un de nos ancêtres, Antoine de La Motte Cadillac, qui en 1701 fonde cette ville située au bord de la rivière Détroit, face au Canada. Depuis, ces paysages racontent l'histoire des États-Unis, des pionniers de l'automobile, des légendes de la chanson. Stevie Wonder ou Aretha Franklin, natif de Détroit, et bien sûr, Eminem, l'enfant des quartiers pauvres, devenu la plus grande star du rap au monde. Longtemps maudite, frappée par la misère et les crises financières à répétition, celle qu'on surnomme Motor City est aujourd'hui en pleine transformation. Parmi ses 661 000 habitants, ils sont 2000 Français à avoir traversé toutes les crises. Si certains ont senti très tôt le vent tourner, il fallait vraiment être un visionnaire pour acheter quoi que ce soit dans le quartier. D'autres profitent de cette révolution de la ville pour changer de vie. Oui, mon savon aussi. Et je crois qu'ils apprécient le savon français. Alors comment Détroit a-t-elle réussi à renaître de ses cendres? Et comment nos compatriotes tentent-ils de participer à la reconstruction de cette ville mythique? Si Détroit a longtemps été la mal-aimée de l'Amérique, c'était à cause de son taux de criminalité record. Ce jour-là, justement, à quelques minutes du centre-ville, une impressionnante opération de police se prépare. Leur cible se trouve à 100 mètres de là. Des hommes armés retranchés dans ce hangar industriel. Pour les arrêter, parmi les équipes sur le qui-vive, il y a un Français, Johan Jaffry, 35 ans. En fait, moi, je m'occupe d'avoir le visuel sur la partie nord du bâtiment, au niveau des portes et des fenêtres. Être sûr qu'il n'y a personne qui sorte. Johan n'est pas du genre à se laisser distraire. En pleine interview, Hey, you stop right here. Get on the ground. Drop the gun. Drop the gun now. il arrête un malfrat. Sauf qu'en fait, c'est un policier.
Et ce jour-là, il fait partie des instructeurs. Il est bon? All right, do not move. Johan est en réalité élève de la prestigieuse Police Academy de Détroit. Le seul Français dans l'histoire de la ville. Et malgré les armes en plastique, Johan prend les choses très au sérieux. Après 4 mois de formation, il fait encore quelques erreurs. Baisse ton bouclier. C'est fermé? On passe au plan B. Non, tu dois faire le tour. Ce genre d'intervention est courant à Détroit, où des bâtiments à l'abandon sont squattés par des dealers surarmés. Vous êtes pressé de vivre ça en vrai? Oui et non. Parce que je sûr que ça sera vrai, il n'y aura pas de droit à l'erreur. Ça sera impardonnable. Les mains en l'air! Garde les bras en l'air! Pointe bien ton arme sur sa tête, on s'en fiche de ta lampe torche. Garde-le bien en joue. Serre bien les poignets ensemble. L'opération semble réussie pour Johan, sauf qu'il va commettre une dernière petite erreur. Bon boulot les gars, vous pouvez revenir pour le débrief. Qui m'a amené jusqu'à la voiture? Tu as fait une erreur, en me poussant trop fort. Si j'étais tombé, tu me serais tombé dessus. Si j'étais un malfrat, j'aurais pu t'avoir, garanti. Une petite erreur, hein. Ouais, j'ai fait petites erreurs de débutant, quoi. C'est pour ça qu'on s'entraîne pour justement pas pouvoir répéter ces erreurs dans la rue, quoi. En ce moment, les élèves comme lui sont nombreux, car la ville n'a jamais recruté autant de policiers. Bon boulot. Il est prêt? Il sera un bon policier? Oui, il est prêt. Il a eu la meilleure des formations. Il bosse dur. Il a un très bon comportement. Il est très positif. Il fera vraiment un très bon policier. Allez, au revoir, à demain. Détroit compte redevenir un modèle pour le pays, car son histoire est digne d'un film américain. Il y a un peu plus d'un siècle, cette ville a bouleversé notre quotidien. Dans cette petite usine, Henry Ford crée en 1908 la Ford T, la première voiture de l'histoire produite à grande échelle. Détroit devient alors la capitale mondiale de l'automobile. Mais à la fin des années 60, cette industrie est en déclin. Le chômage explose et frappe de plein fouet des milliers d'ouvriers, en majorité noirs. Des émeutes raciales éclatent. Détroit est à feu et à sang. La population blanche plus riche va alors se réfugier en banlieue. Le centre-ville se vide et devient une zone de non-droit. Le coup de grâce survient en 2007, la crise des subprimes. Incapables de rembourser leurs emprunts immobiliers, les habitants les plus pauvres abandonnent leur maison. Mais aujourd'hui, ce phénix américain renaît à nouveau de ses cendres. Et cela fait bien les affaires d'un de nos compatriotes. Dans l'un des plus vieux immeubles de Détroit, Jérôme Huez fait visiter cet appartement en rénovation. Ce Français dirige une des plus grandes agences immobilières de la ville. Sa cliente, une riche femme d'affaires, habite dans une immense maison en banlieue de Détroit et cherche à revenir vivre en centre-ville. Là, on mettra une cheminée. Là, il y aura une cuisine ouverte avec une immense table. Une grande table. Pour que tout le monde puisse venir manger. Et là, on pourrait mettre un bar. L'appartement, de 350 mètres carrés, offre une vue imprenable sur la ville. You have views of the river and you have views of the stadium on the other side. Here, and you can have your friends and then, watch the game from here. Or there's no building in the whole city where you can do that. 15 years ago, this was homeless. And I used to serve food at the soup kitchen. That was across the street, and this is where people were coming from. So it's a huge transformation in the last 15 years. Yes. C'était un quartier complètement abandonné ici. Et puis, c'était racheté, tous ces bâtiments ont été rachetés les uns après les autres, rénovés, et maintenant, c'est l'endroit le plus luxueux de la ville, quoi. Mais le meilleur atout de ce loft, c'est son coût, 2 000 € du mètre carré. 6 fois moins que le prix moyen de l'immobilier à Paris. En bonus,
il y a une terrasse incroyable. C'est beau. C'est époustouflant. J'adore. Regardez, il y a un super bâtiment là-bas. On dirait un château. Et tout cela pour 700 000 €. C'est magnifique, non? Des clientes comme elle, attirées par Détroit, Jérôme en a de plus en plus. Car depuis 15 ans, le centre-ville a totalement changé de visage. Ça ressemblait à quoi ici, il y a 10 ans? Il n'y avait pas grand monde, il y a pas mal de bâtiments ici qui n'étaient même pas construits et puis qui étaient abandonnés. Ici, c'était les mêmes bâtiments, c'est des bâtiments qui ont plus de 100 ans chacun, mais qui étaient vides, il n'y avait personne dedans. C'était lugubre, il n'y avait personne dans les rues et les gens n'habitaient pas par ici, c'était pas très sûr, la sécurité ici n'était pas géniale, quoi. Aujourd'hui, des magasins ouvrent un peu partout et la ville attire de plus en plus de touristes. À droite, c'est le David Whitney Building, c'était complètement abandonné, pareil. C'est un très très beau bâtiment, donc ils ont fait un hôtel. Quelque chose de nouveau, par exemple, tu vois, au-dessus de ce parking là-bas, tu as un bâtiment qui s'appelle le Griswold. Et ces 5 étages ont été rajoutés au-dessus d'une structure en plein centre-ville. Tu as un nouveau bâtiment tout neuf, le bâtiment de Huntington, qui est une banque qui est bien présente à Détroit. Une très belle architecture, qui a été finie pareil il y a à peu près 2 ans. Cette transformation, la ville la doit en partie à un des plus puissants businessmen américains, Dan Gilbert. En 2013, malgré la crise financière, ce magnat de l'immobilier, natif de Détroit, rachète un quart du centre-ville, investit 5 milliards d'euros pour lui redonner vie et faire venir des grandes entreprises, dont Ford qui va rénover le symbole de la ville, sa vieille dame, la gare centrale, abandonnée depuis 30 ans. Dans quelques semaines, ses bureaux accueilleront le nouveau pôle de recherche de sa voiture électrique. Alors pour loger ses futurs milliers de salariés, Jérôme mise sur de nouveaux quartiers. Le quartier où on rentre, ça s'appelle Brush Park. C'était quelques maisons comme ça et complètement vide. Il n'y avait rien, que du terrain vague. Et tu vois, tout se construit, tout est en train de se reconstruire autour de ces maisons-là. Et on est en train de, ils appellent ça le infill, on est en train de remplir les espaces vides. Ici, le prix de l'immobilier a bondi en seulement 10 ans. Les 2 maisons là, ça s'est vendu pour 80-90 000 $ chacune. Et maintenant, une maison comme ça vaut plus d'1 million de $. Et récemment, l'agent immobilier s'est lui aussi associé à un promoteur pour construire une résidence dans ce quartier. Le bâtiment à gauche, c'est le bâtiment que je représente. On a 8 maisons mitoyennes et on en a vendu 7 sur 8. C'est quoi le prix ici? Ça, c'est à peu près 700 000 $ pour à peu près 200 mètres carrés. Il n'y a pas que les professionnels de l'immobilier qui voient en Détroit leur nouvelle terre promise. À l'instar de Jérôme, un autre Français espère lui aussi profiter de ce renouveau de la ville. À 1 heure du centre, dans ce hangar, Jean-Michel Su vient de créer son entreprise de vente de produits français. Allez, voilà. Et une qui va partir pour la Caroline du Nord. Ingénieur automobile à Détroit, ce quadra passe ici tous ses après-midi après la sortie du travail et retrouve Guy, son salarié congolais à mi-temps. Celle-là, elle va pour la Pennsylvanie. Allez. Jean-Michel envoie 150 colis par semaine aux 4 coins des États-Unis. On essaie un peu d'organiser, quoi. Mais on a les chips, hein, les Cibel, le Rangina, le top best-seller. Hein. Puis bon, il y a la choucroute aussi, voilà, inévitable. Aussi des produits d'hygiène, des shampoings, des après-shampoings. On a les carambars aux fruits. C'est combien ça, les carambars? Je crois que ça va être dans les 4 $ environ. Tous ces produits importés sont vendus 2 fois plus cher qu'en France. C'est meilleur que les gâteaux américains, ça? Oui, je pense, oui. C'est la vérité. Je dis pas ça parce que je suis à côté, hein. Mais ici en Amérique, il n'y a pas trop de bonne nourriture, donc c'est un peu ça. Les aliments en général ici sont soit super salés, soit super sucrés. Donc en Europe et en France en particulier, on a un meilleur équilibre. Et c'est ça que les gens recherchent. Cette idée de business germe depuis très longtemps dans sa tête. Quand je suis arrivé ici à Détroit, il n'y avait vraiment pas grand-chose de français. Pas grand-chose, hein. En fait rien. Je suis arrivé il y a 17 ans. Et j'ai toujours eu cette idée, mais pourquoi les gens ne seraient pas attirés par une nourriture un peu différente. Mais pas question pour lui de s'installer à Détroit. Ça, tu veux le mettre dans la voiture? Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs. Jean-Michel vit à 2 pas de son entrepôt, loin des bruits de la ville. Au milieu de cette forêt et de ces rivières,
Qu'est-ce que tu veux manger, Lily? Tu veux des œufs, un œuf à la coque, un œuf brouillé ou un œuf sur plat? Un œuf brouillé. Un œuf brouillé? Oui? Okay. Il a 3 petites filles et vit avec Holly, sa femme, rencontrée dès son arrivée à Détroit, à l'âge de 28 ans. C'était le coup de foudre. You know what the coup de foudre is? No. Coup de foudre is just like, I see you and poof, wow! Amazing! So... Ça s'est vraiment passé comme ça? Peut-être pour lui. Oh, mais arrête! Non, c'est pas gentil ça. Bien sûr, ça s'est passé comme ça. C'est elle, qui naît de profession, qui l'a convaincue de rester vivre ici, à la campagne, où elle a grandi. Il ne reste presque plus. Banania. On a du banania, les enfants. Pour lancer sa petite entreprise en ligne, le couple a déjà investi une partie de ses économies, 100 000 €. Ce site, c'est une première étape, car ce grand nostalgique de la France vise déjà plus loin. Donc là, ça c'est ce qu'on aimerait faire. Mon rêve, c'est d'avoir ma boulangerie, charcuterie, épicerie ici en centre-ville. Ce serait super. Si tous ces Français aspirent à réaliser leur rêve américain à Détroit, c'est parfois au prix de bien des sacrifices. En fin de journée, Johan, l'élève de la Police Academy, retrouve sa femme, Kathleen. Hi, chérie. Salut chérie. Elle travaille dans ce diner à 2 pas de chez eux. Tu veux un café? Johan l'a rencontrée en 2013. Elle avait alors 19 ans et était en vacances en France. C'est elle qui l'a poussé à venir s'installer ici. Alors Détroit, ça n'a pas été ma destination de rêve préférée. Parce qu'avec la réputation, malheureusement, qu'on a vu à la télé, les bâtiments abandonnés, la violence, les gangs. Aujourd'hui, je suis fier de dire que oui, j'habite à Détroit et que maintenant je fais partie de la vie intégrante de Détroit, du Michigan. Détroit, c'est une superbe ville. À ses débuts à Détroit, Johan a travaillé dans une prison. Mais en mars dernier, quand il obtient enfin la nationalité américaine, il décide de s'inscrire à la Police Academy. Policier, c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Mais ça a été un long chemin. Oui, ça fait 4 longs mois qu'il y est. Nuit et jour, 6 à 7 jours par semaine. Johan a toujours été fasciné par les États-Unis. Et ici, il y a les décors qui lui rappellent les films de son adolescence. Son favori, Robocop, le super flic qui fait régner l'ordre à Détroit. Johan, lui, habite à 20 minutes du centre, dans ce quartier populaire où vivent la plupart des ouvriers de Ford. Comment mon chéri? Bisous papa. Un bisou. Il a 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Stop. C'est un Détroit, quoi. Tout le monde a une voiture. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas une Ford, c'est pas un Ford, mais bon. Pendant que sa femme travaille au diner, Allez, Regan. c'est lui qui récupère les enfants chez sa belle-mère. Une troisième. Ça va, chérie? Ouais, ça, c'est mes 2 jumelles, Riley et Regan. Regan et Riley qui est là. Et Riley qui est petit pot de colle à mamie. Carla, la belle-mère, est une bénédiction. Car Johan n'a pas les moyens de s'offrir une babysitter. Sa formation de policier lui coûte 8 000 €. Il ne touche aucun salaire. Alors cette année, il a dû sortir son plus grand fils de la seule école française de la ville. Par trimestre, il me demandait entre, je sais plus, je crois que c'était 3 000 ou 4 000 $, quelque chose comme ça. Avec l'académie, j'avais pas assez pour le garder, quoi. Donc on envisage justement peut-être l'année prochaine de le remettre et d'inscrire le deuxième. Le coût de la vie à Détroit est pourtant l'un des moins élevés des États-Unis. Mais ici, tout le monde ne profite pas du renouveau de la ville. À seulement 5 minutes du centre, il y a encore des quartiers où le nouveau tramway ne se rend pas. Des artères interminables, où les commerces sont presque inexistants. Comme le long de la route 8 Mile, là où a vécu la star du rap Eminem. Aujourd'hui, le décor a à peine changé. Il y a en plus ces maisons abandonnées par leurs habitants depuis la crise des subprimes. Pourtant, à 2 pas de là, c'est une toute autre ambiance. Au bord de la rivière,
la banlieue chic de Grosse-Pointe. C'est ici que vit Marie, la vendeuse de sandwichs. Grâce au succès de son business, elle a pu s'offrir il y a 4 ans cette maison pour 120 000 €. Tu me passes un croissant, s'il te plaît? Elle y habite avec ses 2 garçons de 12 et 14 ans. Ah mais non, pas au chocolat. Alors? Un croissant normal. Non, pas un croissant au chocolat. Vous en mangez jamais ou quoi? Mais si, tout le temps. Not a chocolate croissant, de croissant. Bah quoi, il y a une différence? Oui, oui, celui-là, il a pas de chocolat, t'as mis du Nutella dedans. Marie a longtemps été mariée à un Américain. À la maison, on ne parlait pas français, alors la maman a prévu de les emmener pour la première fois en vacances en France au printemps prochain. Qu'est-ce que vous voulez voir en France? J'aimerais bien aller à la Tour Eiffel. Je connais le musée. Le Louvre. Comment ça se dit? Le Louvre. Moi, je veux aller dans les boulangeries. Marie a posé ses valises à Détroit en 2004. Le petit coin de paradis. Et les garçons, come do some trampoline. C'est le film 8 Mile, tout juste sorti au cinéma, qui donne envie à cette fan de rap de quitter la France pour tenter l'aventure dans la ville de son idole, le rappeur Eminem. J'avais vraiment l'American Dream. Je voulais écrire des scénarios pour des longs métrages. Et je voulais écrire le scénario, le donner à Eminem. Je me disais, il va le produire, il va faire un film, ça va être super. Rien que ça. Ouais. Et voilà, c'était mon rêve. Oh, il a pris le scénario ou pas? Son manager l'a pris et son manager a dit non. Non merci. Aujourd'hui, Marie a trouvé son bonheur dans cette banlieue cossue. Malgré la renaissance de Détroit, pas question pour elle de retourner vivre là-bas. Tous les gens qui s'installent à Détroit, c'est soit des personnes âgées à la retraite ou des jeunes qui sont à l'université. Parce que quand on a des enfants, on veut aller aux meilleures écoles et les meilleures écoles, elles sont là où je vis. À Détroit, c'est pas le cas. Moi, quand je vivais à Détroit, j'avais peur que mes enfants fassent le tour du pâté de maison en vélo, quoi. Je les laissais pas. À Grosse-Pointe, Marie cherche désormais un local pour y ouvrir une crêperie. Sauf qu'ici, les prix de l'immobilier sont les plus chers de la région. Le centre de Détroit reste donc la meilleure option pour se loger à moindre coût, à condition de trouver le bon quartier, comme à Corktown. Il y a encore 5 ans, il n'y avait ici aucun restaurant, et encore moins des joggers. I'm really looking forward to my croissant. Jérôme, l'agent immobilier, et sa femme américaine vivent ici. Ils possèdent à Détroit 5 appartements. Cet ancien ingénieur automobile s'est lancé dans l'immobilier en 2011, au moment de la crise financière. Après que j'ai rencontré Sabra, l'industrie automobile, c'était un peu dur. Et puis, je me suis fait embaucher par mon épouse. Et puis, donc, on gère la société tous les deux. Je suis devenu agent immobilier. J'ai appris le métier. Et puis, j'ai utilisé quand même ce que j'avais appris dans l'industrie automobile, la gestion de projet, l'analyse des données, etc. Et j'ai appliqué tout ça à l'industrie immobilière. À l'époque, l'immobilier ne vaut plus rien à Détroit. Jérôme et sa femme sont alors parmi les seuls à croire au renouveau de la ville. Détroit, c'est une ville qui fonctionne à l'échelle d'un village. Tu prends Chicago, New York, on n'aurait pas existé, on aurait été écrasé par la compétition, personne ne nous aurait jamais écouté. Mais Détroit, c'est facile de se faire un nom, c'est facile d'être connu, et puis il y a tout à faire à Détroit. Le couple emploie une 50aine de salariés. Leur bureau se trouve dans cette ancienne caserne de pompiers du quartier d'Easton Market. Jérôme conseille aujourd'hui les plus gros promoteurs immobiliers de la ville, qui lui confient leurs appartements à vendre, dont certains doivent bientôt voir le jour dans une usine. L'usine en question, c'est le Fisher Body Plant. C'était une usine qui faisait donc les châssis des voitures. Il y a longtemps qu'elle était abandonnée, mais je ne peux même pas te dire, aussi longtemps que j'étais à Détroit, ça a toujours été abandonné. Le projet est pharaonique. D'ici 5 ans, ce bâtiment en ruine devrait devenir un des centres d'activité les plus luxueux de la ville. Ça va être complètement transformé. Donc, ils vont faire un marché, des bureaux, des appartements au-dessus, à la vente, à la location. Donc, ils sont obligés de l'ouvrir au milieu pour amener de la lumière en plein centre. Sinon, c'est même pas la peine d'avoir des appartements qui n'ont pas de fenêtres.
Là, c'est la vue du toit, c'est-à-dire qu'ils vont faire un espace sur le toit avec des terrasses. Le produit est intéressant, il est assez sexy, donc c'est très attractif pour beaucoup de jeunes. C'est plus intéressant que New York ou Los Angeles. Le coût de la vie est beaucoup moins élevé. Donc j'ai un jeune couple, par exemple, qui a déménagé à Détroit de New York. Pour le même prix d'un petit appartement qu'ils avaient à New York, ils ont un espace énorme, 500 mètres carrés, dans une ancienne usine à Détroit. C'est leur rêve, quoi. Si la ville est de nouveau attractive, avec ses restaurants et ses boutiques, c'est surtout grâce à ce qui est une religion à Détroit, le sport. Motor City est aujourd'hui la seule métropole des États-Unis à avoir tous ses stades au cœur même de son centre d'affaires. Le plus prestigieux, le Little Caesars Arena, un complexe sportif sorti de terre il y a 2 ans à peine, dans un quartier jusque-là malfamé. Le long de Woodward Avenue, l'artère principale de la ville, Johan, l'élève de la Police Academy, se rend justement au stade. Ici, avant, c'était comment, cette artère? C'était pas aussi vivant que ça, il y avait quelques activités encore ouvertes, mais les 3/4 des bâtiments ici étaient à l'abandon ou fermés, quoi. Les feux rouges, il y en a 3/4 qui ne marchaient pas. Et maintenant, c'est vrai que ça revit, quoi. Tout a été refait, tout est propre et tout est vivant, quoi. Le soir, c'est avec ma femme de venir, d'aller au restaurant et on n'a plus ce doute en tête, en fait, où est-ce qu'on doit aller, est-ce que c'est sûr ou pas, est-ce que c'est pas dans un quartier qui craint aujourd'hui. Son plus grand plaisir, c'est de passer des soirées au Little Caesars Arena pour assister au match de hockey sur glace de son équipe préférée, les Red Wings. C'est vraiment ma voiture de fonction ici. Le hockey sur glace est un sport sacré ici. Depuis un siècle, l'équipe de Détroit est la plus titrée des États-Unis. Les tenues des joueurs sont même exposées comme des reliques, vendues une fortune. Et en fait, toutes les tenues ont été portées par les joueurs non narguilés. Là, il y a un pro qui l'a porté, ça? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais ça sent plus la sueur. Non, je pense que c'est lavé. C'est dommage. Ouais. Ça serait même un peu plus cher, je pense, avec la sueur. Ce soir, ils affrontent leur ennemi juré, l'équipe canadienne de Montréal. Plus que le match, ce qu'aime Johan, c'est le show en tribune, où il faut attraper les boîtes de pizza lancées par cette hôtesse. Avec la boîte, tu vas, sur ta boîte, il y a une pizza gratuite. Mais son jeu préféré, c'est d'essayer de passer sur l'écran géant. Et pour ça, il faut attirer l'attention de ce caméraman. Coup de chance pour Johan, cette spectatrice juste devant lui va faire le job. Dans un coin de l'écran, Johan a droit à sa seconde de gloire. Je t'ai vu là. Ouais, je suis passé, donc je pense que les collègues vont m'appeler aussi. Le match se termine par une défaite des Red Wings. Pour Johan, c'est l'heure d'aller se coucher. Pourtant, la nuit, il existe des lieux de fête surprenants à Détroit. Dans des usines désaffectées. Là où la jeunesse se retrouve pour danser sur de l'électro. Cette musique est justement née ici, il y a 40 ans. Aujourd'hui, Détroit tente à nouveau de redevenir la ville la plus avant-gardiste des États-Unis. Le samedi matin, c'est dans ce quartier que se retrouvent de nombreux habitants de la région. Comme Jean-Michel, le patron de la supérette française en ligne. It's pretty nice, hein? Il est de sortie avec sa famille. Magasin de fromage, apparemment. Comme toujours, il ne peut s'empêcher de travailler en espionnant la concurrence. Tu regardes là? Non, je regardais s'il y avait de la moutarde française. C'est pas de la vraie. Bonne nouvelle, ils ne vendent pas son produit phare. En revanche, petite déception devant le rayon confiture. C'est juste leur sélection de bonne maman. Je veux voir un peu ce qu'ils proposent, quoi. Et je regarde aussi les prix. Donc là, 6,40. Sur pas mal. Le site, elles sont à combien? Je crois qu'on en est dans les $5. Donc bon, il y a peut-être de la marge à se faire, je sais pas. Hein, on va voir. Ici, les produits importés de France sont 2 fois plus chers que chez nous. Voire 4 fois plus, comme ces cornichons. Il faut dire que le quartier attire une nouvelle clientèle, plutôt aisée,
car juste à côté se trouve le plus grand marché couvert du Michigan. 149 ans qu'il existe, avec toujours la même règle. Pour avoir sa place ici, il faut impérativement vendre des produits locaux. Je suis juste une fille de Détroit. Mafia? Mafia? All right. Yeah, so all this is made here in Detroit? Ouais, évidemment. C'est lui qui fait tout ça. C'est cuit ici, quoi. Jean-Michel cherche ici des restaurateurs à qui il pourrait vendre ses produits français. Bonjour! Et justement, dans un coin du marché, il y a Marie, la vendeuse de sandwich. Mais ce jour-là, elle fait dans la crêpe. Vous parlez français? A little bit? Bonjour, comment allez-vous? Ah, c'est vous qui faites les crêpes? Oui. Ah, bah on a entendu parler de vous, alors enchanté. Et aussitôt, Jean-Michel tente de lui vendre ses produits. On vend la nourriture française. Okay. Donc on fait online et aussi au restaurant. Aujourd'hui, on est venu avec la famille sans carte, alors pas préparé. C'est trulyfoodie.com. Hein. Truly? Moi, je cherchais du pâté et de la rillette pour faire mes sandwichs aux baguettes. Ah, voilà. Ah voilà, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de chercher, vous allez trouver. Bah bien sûr. Pour mes sandwichs, ça va être trop bon. Ah, là, pour garnir ses crêpes, ce n'est pas des rillettes qu'elle utilise, mais du chocolat et du fromage, et pas qu'un peu. Le jambon, les oignons caramélisés et la garlic cilantro, c'est la coriandre. Chaque samedi, Marie vend plus de 350 crêpes. Ah oui? Thank you. 12 € en moyenne la crêpe salée, 9 € la sucrée. Garlic, c'est Ah mais merci. Hein. Merci, enchanté, vraiment, c'est super. Voilà. À plus tard, on se reverra, c'est sûr. Jean-Michel doit rencontrer dans les prochains jours le chef d'un grand restaurant de Détroit, qui lui pourrait booster sa petite entreprise. Le dimanche, c'est le seul jour où Johan n'est pas à la Police Academy. Alors il en profite. Le chapeau a dû s'envoyer avec le vent, que je trouve pas. À l'approche des fêtes de fin d'année, il y a une tradition familiale à laquelle il ne déroge jamais. Une balade à 1 heure de chez lui, à Frankenmuth. Cette ville fondée par des Allemands il y a près de 2 siècles est connue dans tous les États-Unis pour son magasin de décoration de Noël, le plus grand du monde. Prends-la main ta sœur, Eden, s'il te plaît. À chaque fois qu'il vient ici, ce fan de déco dépense des petites fortunes. Mais cette année, pas question de faire des folies. Financièrement, il n'y a que ma femme pour l'instant qui a un revenu. Donc là, on va aller voir ce qu'il y a. Si vraiment il y a quelque chose qui nous plaît, je pense qu'on cassera la tirelire pour les enfants. Mais sinon, là, aujourd'hui, c'est juste pour faire du repérage et passer la journée avec les enfants, quoi. Le problème, c'est qu'une fois à l'intérieur, on a envie de tout acheter. Et il y en a pour tous les goûts, mais pas forcément pour toutes les bourses. La moindre boule est à 20 € minimum. Faut ça, buy the hot tub. That'd be cute, right? Et mettre ça par le à côté du jacuzzi cet hiver, ça pourrait être sympa. Un palmier en plastique à 230 €. Toi, j'ai dit c'est sympa, mais j'ai pas dit qu'on allait acheter. J'ai dit c'est sympa. Si Johan arrive à se contenir... Ouais, attention Hélène, c'est fragile. Hein. Ses enfants, en revanche, ont du mal à résister. Attention ma chérie. Hein. Maman, je veux ça. Allez garçon, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hé. Pas la police, là, un peu. Ah ouais, faut, parce que là... La magie de Noël, hein, ça opère tout le temps, à tout âge. Sur le flag. Au final, avec un drapeau français et des calendriers de l'Avent, Johan s'en sort pour 35 €. Merci, bonne journée. Noël est dans 1 mois. D'ici là, Johan devrait enfin décrocher un poste dans un commissariat de police, à condition de réussir son examen qui a lieu dans quelques jours. Le lendemain, à Détroit, il y a un autre Français qui va jouer gros. À 10 minutes du centre, dans le quartier de New Center. Ce matin, Jérôme, l'agent immobilier, organise une journée porte ouverte pour faire visiter ses logements encore en travaux.
Did you call for that weather? Or? We picked the best day. Pour séduire des acheteurs, il a mis les petits plats dans les grands, donuts et une partie de ses agents mobilisés pour les visites. Les appartements de 3 chambres ont 2 places de parking. Malgré ses efforts, les visiteurs se font rares. Jérôme a quand même repéré un client potentiel qui coche toutes les cases. This is the second bedroom. Oh, this is the master bedroom with you take the Q-line, you're downtown in a few minutes, so it's a fantastic location. Any other city, this would be the best place in town. Yeah. Oui, je sais, j'ai vécu ici toute ma vie. Et en plus, je travaille à côté, ce serait parfait ici. L'avantage, c'est qu'il travaille juste en face, à l'hôpital Henry Ford. Ça, c'est l'hôpital Henry Ford où il travaille, qui a donc des milliers d'employés. Ça fait une population énorme qui a intérêt à vivre ici. Donc ici, c'est un peu une vie qui ressemble un peu à la banlieue parce que tu as un jardin, tu as un garage séparé, etc. Et tu as tous les avantages d'habiter en ville. Donc. Allez, merci à vous. Thank you very much. If you tell your colleagues, at Henry Ford that this is, opening here, because I think it's really attractive when you live close by. Cette visite plutôt concluante est un rayon de soleil en ce premier jour de neige à Détroit. Are you cold or? I'm okay. Si Jérôme croit au développement de ce quartier, autrefois abandonné, c'est parce que tout près d'ici se trouve Cuisine, un des meilleurs restaurants français de la ville. Après des semaines d'attente, Jean-Michel, le patron de la supérette française en ligne, a enfin obtenu un rendez-vous avec son chef américain, Paul Gross. Hello, chef. Bonjour. Bonjour. How are you? Nice to meet you. Venez en cuisine. Jean-Michel aimerait lui vendre ses produits. Okay, so there's a couple of items like, for dessert, for champagne, to go with the champagne. That is decoration, and it's really actually very nice. But those for a charcuterie board. Paul Gross est le chef le plus réputé de Détroit. To what's available here. The one product that I thought would be unique, though, is the Orangina. Like very popular. Ah oui, je connais ça. And then that sexy glass bottle. C'est mon préféré. Alors, vous en pensez quoi? Il faut que je goûte, évidemment. J'ai touché le saucisson, il a l'air ferme et bon. Manger du saucisson sec, c'est parfait. Ce n'est pas vraiment dans les habitudes des Américains. Saucisson sec. C'est vraiment bon. Et surtout, ce n'est pas trop dans l'esprit gastro de ce restaurant. Ce soir, Jean-Michel repartira sans aucune commande ferme. Thank you very much for having me. Qu'importe, grâce à ses seuls clients sur Internet, sa supérette en ligne lui rapporte tout de même 2 000 € par mois. Faut gagner, hein? Ah ben, il faut essayer. Ouais. On tente et puis, au moins on connaît un chef maintenant, hein? Peut-être que tu pourrais lui vendre de l'orangina. De l'orangina, j'espère. Peut-être de l'oasis, on va voir. C'est du grand produit français. Ah, du grand produit français, je sais, mais bon, c'est ça qu'il aime. Hein, donc. Si tout va bien, d'ici peu, Jean-Michel devrait ouvrir son épicerie française, mais chez lui, à la campagne. Alors que la nuit est tombée sur Détroit, non loin de là dans un restaurant de grosse pointe. Marie, la vendeuse de crêpes, est venue avec ses enfants fêter une bonne nouvelle. Elle a enfin trouvé un local dans son quartier pour y ouvrir sa future crêperie. En attendant ce soir, elle retrouve ses premières amours. La chanson. À l'autre bout de la ville, il y en a un qui s'est certainement couché beaucoup plus tôt. Le lendemain matin, au siège de la Police Academy. Le grand moment est arrivé. Devant des centaines d'invités, la toute dernière promotion va recevoir les honneurs de son chef. Parmi ceux qui ont réussi leur examen, il y a Johan. Si la plupart de ses collègues ont déjà reçu leur affectation dans des commissariats de banlieue, le Français, lui, a postulé pour celui de Détroit, la ville de son héros. Moi, j'ai grandi avec Robocop. Je me suis toujours vu à travers de Robocop être justicier, avoir l'uniforme, un jour pour être policier, quoi. Et aujourd'hui, avoir la chance et j'espère le privilège de bosser pour la police de Détroit, c'est un rêve d'enfant qui se concrétise, quoi. Mais pour l'heure, Johan va vivre son rêve américain.
Bien, parfait. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien pour l'instant. Je suis vraiment très fier de toutes ces nouvelles recrues qui ont réussi les épreuves et qui vont être au service de l'État du Michigan. Bon boulot, les gars. Devant sa femme, ses enfants et bien sûr sa belle-mère, Johan reçoit son diplôme sous les ovations. Johan Joffrey. Si tout va bien, côté affectation, Johan deviendra bientôt le premier policier français de Détroit. Et il touchera un salaire de 95 000 € par an. Car depuis le renouveau de la ville, ce poste n'a jamais été aussi bien payé. À Détroit, les comptes ne sont plus dans le rouge. Le taux de chômage de 25% il y a encore quelques années est aujourd'hui en dessous des 3%. Ses habitants espèrent désormais une chose, que Détroit retrouve enfin son passé flamboyant, comme au tout début de son histoire.